Je voudrais remercier Florian, puisque c'est la deuxième année consécutive qu'on organise au sein de ce congrès TAO, Cancer Toxicity Management, une session conjointe avec donc CKIN, le Cancer and the Kidney International Network. Les liens d'intérêt, c'est les mêmes qu'hier soir, il ne s'est rien passé de majeur cette nuit. Très rapidement, l'objectif de CKIN, c'est de rassembler des néphrologues, des oncologues, des pharmacologues, des professionnels de la santé pour travailler, réfléchir et développer des outils et des recommandations sur tout ce qui va concerner le rein en cancérologie, en hématologie et tumeurs solides. Donc la toxicité rénale ou la prévention de la toxicité rénale ou la prise en charge de la toxicité rénale des médicaments du cancer, c'est un des points, effectivement. Le maniement des médicaments du cancer chez les patients qui ont une insuffisance rénale associée, c'est effectivement un autre point majeur. Et puis, ce que vient de nous présenter Ismaël, ce travail au sein de working group spécifique, et en particulier celui-ci, sur thrombose, cancer et insuffisance rénale, et la prévention et le traitement de la thrombose chez ces patients qui sont particulièrement fragiles et complexes à prendre en charge. Et le premier working group qu'on a lancé, puisque CKIN est né en mars 2014, donc ça fait 18 mois environ, et vous avez ici ce qu'on a déjà démarré et plus ou moins avancé en 18 mois. Donc le working group dont on vient de vous parler sur la thrombose, dans le cadre d'un partenariat avec le laboratoire Léo Pharma, je tiens à le préciser pour des raisons de transparence. Et puis également en termes de recherche, un projet de recherche qu'on a démarré en collaboration avec l'ORTC, donc l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement sur le cancer. Et je vais vous présenter les résultats préliminaires de cette étude qui ont été présentés au congrès de CKIN en avril dernier par Laurence Colette, qui travaille à l'ORTC et est la responsable de ce projet au sein de l'ORTC. Donc le rationnel de départ, c'était que il a été montré dans des essais, ça peut être de l'observationnel comme ça peut être des essais qui étaient spécifiquement designés pour répondre à cette question. Il a été montré donc un impact de l'insuffisance rénale sur la mortalité des patients atteints de cancer, en particulier chez les patients qui présentent des tumeurs solides, quel que soit le type de tumeur. Ça, c'est des études qui ont été faites la plupart du temps dans la vraie vie, donc dans des cohortes, même lorsqu'elles étaient prospectives. Et la question qu'on s'est posée avec l'ORTC, c'est est-ce qu'on ne devrait pas, dans les futurs essais thérapeutiques de médicaments, et en particulier ceux qui seront conduits par l'ORTC, mettre en place une analyse spécifique ou au minimum identifier, screener ces patients qui ont une fonction rénale qui est anormale, donc un débit de filtration glomérulaire anormal, et pour savoir si oui ou non ce serait intéressant et utile de mettre en place donc ce Minimal Renal Monitoring Plan dans les futurs essais, eh bien, on s'est intéressé à la base de données de l'ORTC, donc des essais de l'ORTC, et on est allé analyser les données des patients dans cette base de données. Donc c'est à ce stade ici, à gauche, qu'on en est aujourd'hui. Donc on est au milieu, grosso modo, de la phase 1 de ce projet qui est très global. Et on est allé évaluer la fonction rénale des patients. On a sélectionné 14 essais cliniques qui avaient été menés donc, dans le passé par le ORTC, 6 essais de phase 3, un essai de phase 2-3 et 7 essais de phase 2. Tumeurs solides uniquement, des patients traités par chimiothérapie et ou thérapie ciblée, pas d'immunothérapie. L'URTC n'a pas de database à ce stade. Au total, on a 3626 patients qui ont été sélectionnés. Les résultats donc préliminaires que je vais vous montrer portent sur 6 essais thérapeutiques de l'ORTC, 4 phases 3, l'essai de phase 2-3 et un essai de phase 2, 4 types de tumeurs solides, de la vessie, sarcome, tête et cou et du cancer du sein pour un peu moins de 1800 patients inclus dans cette analyse. On a évalué la fonction rénale avec la formule de Cockcroft-Gault, avec la formule MDRD, avec la formule CKD-EPI, qui est la plus récente et qui est celle qui est recommandée au niveau international et national, je tiens à le préciser, pour évaluer la fonction rénale et stratifier le stade de sévérité de l'insuffisance rénale. On parle d'insuffisance rénale chronique, là, selon la définition internationale, mais également reprise en France, en 5 stades de sévérité. Et vous avez ici la définition telle qu'elle a été également reprise par l'EMA, l'Agence du médicament européenne, qui dans ces guidelines qui ont été déjà publiées dans leur version publique et qui vont être publiées et officiellement en tout cas référencées prochainement, on l'espère en tout cas début 2016, dans leurs recommandations pour les essais thérapeutiques pour l'industrie pharmaceutique chez l'insuffisant rénal. Donc c'est cette définition et la méthode CKD-EPI et la formule MDRD qui sont recommandées par l'EMA, qui seront demain plus exactement recommandées par l'EMA.
Donc, un âge médian de 56 ans, je vous rappelle qu'on est chez des patients qui sont inclus dans des essais thérapeutiques prospectifs de développement de médicaments, 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes dans notre analyse, donc sur ces 6 essais thérapeutiques, et une surface corporelle médiane de 1,8 m². Donc on n'est pas très très loin du 1,73 m² qui, je vous le rappelle et j'en profite pour le préciser, qui est la valeur de surface corporelle sur laquelle repose l'évaluation de la fonction rénale quand on utilise la formule MDRD ou la formule CKD. On a un résultat en millilitres par minute par mètre carré 73, alors que la formule de Cockcroft donne un résultat en millilitres par minute. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Et vous voyez que la médiane de ces patients étant à 1,8, ça veut dire qu'on a 50% des patients qui ont plus d'1,8 m² de surface corporelle. Donc la conversion s'impose si on veut pouvoir comparer les résultats des formules 2 à 2. En termes de moyenne de débit de filtration glomérulaire ou de clairance de la créatinine pour Cockcroft ou de médiane, on n'a pas de grande différence entre les 3 méthodes d'évaluation. Donc c'est déjà quelque chose, une information qui est importante, mais qui n'est pas étonnante, puisque je vous rappelle qu'on est à 56 ans d'âge moyen, médian, et on sait très bien que chez l'adulte jeune, c'est-à-dire moins de 65 ans, il n'y a pas de réelle différence en termes de précision dans l'estimation de la fonction rénale entre Cockcroft-Gault, MDRD et CKD-EPI. Si on compare bien avec les mêmes unités, bien entendu, c'est majeur et c'est très souvent oublié en pratique clinique comme dans la littérature, malheureusement. Néanmoins, même si la valeur moyenne et la valeur médiane sont peu différentes, quand on regarde la répartition par niveau d'atteinte, de sévérité d'atteinte de la fonction rénale, on peut observer des différences. Et je voudrais attirer votre attention pour la pratique clinique sur cette première ligne que j'ai encadrée, c'est qu'on a 33 à 45% seulement des patients dans ces essais thérapeutiques qui ont réellement une fonction rénale normale, c'est-à-dire un débit de filtration glomérulaire estimé supérieur ou égal à 90. Donc 60 à 70% de ces patients, 50 à 70% de ces patients plus exactement, inclus dans des essais thérapeutiques prospectifs par le ERTC, ont une fonction rénale qui n'est pas normale. Et on a des proportions de patients qui ont ce qu'on va appeler des vraies insuffisances rénales, c'est-à-dire des débits de filtration glomérulaire inférieurs à 60, dans des proportions particulièrement significatives, puisque ça varie, vous voyez ici, de 19 à 23% des patients. Des patients qui étaient considérés comme normorénaux dans l'analyse, au niveau de l'inclusion dans l'essai thérapeutique, et dans l'analyse ensuite de l'efficacité et de la tolérance des médicaments qui ont été testés dans ces essais thérapeutiques. Alors que 23% d'entre eux, 19 à 23% d'entre eux, ont une fonction rénale anormale à moins de 60, pour laquelle il peut être nécessaire de réduire les doses pour éviter une surexposition et un surdosage médicamenteux. Bien entendu, là, on s'y attendait. Quand on va faire une analyse spécifique chez les sujets de plus de 65 ans, les sujets âgés, eh bien, on a une explosion de la proportion de patients qui ont une insuffisance rénale, puisqu'on atteint 46% avec la formule MDRD, 54% avec un Cockcroft-Gault. Je vous rappelle que le Cockcroft-Gault, chez les sujets âgés de plus de 65 ans, va avoir tendance à sous-estimer la fonction rénale, donc c'est normal qu'on en trouve plus qu'avec les autres, et 43% avec CKD-EPI. Vous voyez, avec CKD-EPI, on a 43% d'insuffisance rénale chez les sujets âgés dans les essais cliniques, par rapport à 11% dans l'ensemble de la population, sujets âgés et sujets moins âgés. Donc on a vraiment beaucoup plus d'insuffisance rénale chez les sujets âgés que chez les jeunes. Ce n'est pas nouveau, mais là c'est démontré. Je vous rappelle, j'insiste beaucoup là-dessus, on est chez des patients inclus dans des essais thérapeutiques. On n'est pas dans la vraie vie, on est dans ce qu'on appelle les patients sélectionnés, dont on se plaint toujours, qui sont mieux portants que les patients qu'on rencontre dans la vraie vie. Eh bien, ils ne le sont pas vraiment d'un point de vue rénal. Et ce qui est ennuyeux, c'est qu'on ne les a pas identifiés comme tels et on ne l'a pas entré dans l'analyse. Donc c'est vraiment embêtant. On est vraiment dans l'air du temps, puisque de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'on est au transatlantique en oncologie, eh bien, les Américains se sont également posés à peu près la même question. Et il y a ce papier qui a été publié online dans JCO en septembre dernier, donc c'est tout chaud, dans lequel les auteurs ont été évalués la fonction rénale de patients inclus dans des essais de phase 1 de développement de molécules anticancéreuses. Donc que des phases 1. Et vous avez ici leurs conclusions que j'ai copié-collé pour ne rien trahir. D'abord, il conclut, comme je viens de vous le dire, que dans les phases 1 de développement des médicaments anticancéreux, on a des patients qui ont des fonctions rénales anormales et qui n'ont pas été identifiés comme tels et pas analysés comme tels. Donc ça pose vraiment des vraies questions. C'est très embêtant et il faut prendre ça en compte à l'avenir et il faut vraiment se dépêcher de statuer. Et leur conclusion, là je vous le mets en rouge parce que je ne suis pas d'accord, et je vais vous détailler en une slide pourquoi je ne suis pas d'accord avec eux. Eux concluent en tout cas qu'il n'y a pas d'impact cliniquement significatif de la présence de cette insuffisance rénale. Mais quand on va voir leur article, le même article, celui sur lequel ils se basent, voilà ce qu'on a. Et je vous engage à vérifier, si vous ne me croyez pas sur parole. On a 39% d'augmentation dans l'incidence des effets indésirables de grade 3-4 non hématologiques chez les patients insuffisants rénaux versus les non insuffisants rénaux. Donc 36% versus 26%, une augmentation de 133%
des toxicités de grade 5. Ok, c'est 1,4% versus chez les insuffisants rénaux versus 0,6 chez les non-insuffisants rénaux. Le grade 5, je vous rappelle, le grade 5 VNCI, 9 fois sur 10, c'est décès. Donc c'est quand même particulièrement important, en tout cas à mon sens, et je trouve ça cliniquement potentiellement significatif, moi, et une augmentation de 49% des toxicités de grade 3 à 5 non hématologiques ou hématologiques, 51,4% des patients insuffisants rénaux versus 34,4% des patients non insuffisants rénaux. Je ne vois pas comment on peut se permettre de conclure que c'est cliniquement non significatif, et je ne suis pas du tout d'accord avec ces auteurs sur leurs conclusions. Mais ils sont posés la même question aux États-Unis pour les phases 1 que nous en Europe dans les phases 2 et 3. Vous voyez qu'on a des résultats en termes de fréquences qui vont se rejoindre, et je remercie donc Laurence Colette qui m'a autorisé à utiliser ces diapos, bien entendu, de l'ERTC. Et puis, juste pour vous indiquer que ce projet joint SIKIN et ORTC est piloté par Ben Sprangers, qui est un néphrologue qui travaille à Leuven en Belgique et qui travaille beaucoup sur la néphrologie en oncologie, ce qu'on appelle l'onconéphrologie ou la néphro-oncologie. Je vous remercie pour votre attention. Avez-vous quelques questions ou interrogations ou commentaires? Envie d'un café? Moi, j'ai bien un café. Tu veux bien un café? Bon. Ah, si. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Étant donné le déclin de la fonction rénale avec l'âge, quel est le recoupement entre votre groupe et ceux qui étudient la gériatrie et l'oncologie en général? Quel chevauchement des questions? Si j'ai bien compris votre question est comment l'âge influence la fonction rénale, c'est ça? Oui, et est-ce que la majorité des patients ici que vous avez identifiés ayant une fonction rénale affaiblie font partie de la population la plus âgée? Eh bien, l'importance de l'âge dans la fonction rénale a un effet majeur. Eh bien, c'est le vieillissement du rein. Ceci est habituellement considéré dans la pratique clinique. Enfin, souvent, certains ne sont pas d'accord, mais on pense que on perd 1 an après 55 ans pour chaque minute de fonction rénale, ce qui signifie que si on a une fonction rénale normale jusqu'à l'âge de 50 ans, à 65 ans, vous avez déjà un déclin de 15 millilitres par minute par par millilitre. À mon avis, ce qui n'a pas été abordé, qui est intéressant, c'est plutôt la comorbidité. Lorsque l'âge augmente, eh bien, on augmente le nombre de comorbidités ainsi que leur gravité. Par exemple, l'hypertension, ça augmente avec l'âge. Et ces deux comorbidités spécifiques ont à voir directement avec la fonction rénale, et les dommages causés par ces comorbidités touchent le rein. C'est le cas aussi pour les patients ayant un cancer. Maintenant, pour ce qui est de l'oncogériatrologie, eh bien, en 2006, nous avons travaillé avec la Société internationale d'oncologie pour établir des lignes directives sur le dépistage des insuffisances rénales chez les patients âgés à une étape précoce. Cette publication a été publiée en 2007. Et à l'heure actuelle, nous travaillons de nouveau à la mise à jour de ces lignes directrices et nous essayons de développer des essais cliniques prospectifs. Un commentaire sur ce point qui est un point majeur. Les patients vulnérables sont touchés par une association complexe de toutes ces comorbidités, et l'insuffisance rénale
eh bien, c'est une phase d'un processus qui est un processus de développement de la fragilité. Il y a beaucoup d'essais qui montrent qu'on a un cancer colorectal, du sein, des poumons. On peut avoir une insuffisance rénale, on peut avoir des thromboses avec une comorbidité importante. Tous ces facteurs sont interdépendants en termes de mortalité et de pronostic. Donc la fragilité est importante. Il faut en tenir compte, à mon avis, lorsqu'on utilise bon nombre de médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires ou une certaine toxicité.